Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue sur ce webinaire. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde est là. Faites-nous signe dans le chat dès que vous êtes connectés. Là, ça sera la confirmation pour nous que tout fonctionne, que vous nous entendez bien. Je suis ravie, alors je vois que ça commence à pianoter, c'est plutôt bon signe. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce dernier webinaire du mois de février. Déjà, ça défile beaucoup trop vite. Alors j'espère que ça fonctionne pour tout le monde. Bon, je suis partie. J'espère que ça fonctionne pour tout le monde. Comme vous pouvez le constater peut-être, chez moi, il y a des petits soucis de connexion. Donc, on va essayer de s'adapter à la situation. Ravi de vous retrouver. Donc, je disais, dernier webinaire du mois de février. Déjà, ça passe beaucoup trop vite. Et on est ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un sujet qui, j'espère, va vous passionner. Chez Culture RH, on a l'habitude de parler assez fréquemment de l'expérience collaborateur, mais aujourd'hui, elle prend une toute autre dimension puisqu'on va aussi aborder notamment la notion d'international, puisqu'on va parler des stratégies pour engager vos collaborateurs partout dans le monde. On est là pour à peu près 45 minutes, maximum 1 heure. Comme à chaque fois, vous avez l'habitude maintenant, on vous invite à partager vos questions. Moi, je me ferai votre relais et je veillerai à partager vos interrogations auprès de nos deux intervenants. Et puis, sans plus tarder, déjà pour se lancer, j'invite Alexandre et Julien à se présenter en 2-3 mots. Alexandre, Julien, qui êtes-vous? Pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui? Et merci à vous d'être là surtout. Bonjour, merci Anaïs pour l'introduction. Du coup, je vais commencer, Alexandre. Donc, je suis Julien Couder, je suis country leader France chez Edil. Précédemment, j'ai fait plus de 13 ans d'expérience dans le SIRH. Et donc, je suis en charge de l'opérativité Deal en France depuis plus de 2 ans. En quelques mots, Deal, on est un groupe global. On propose une suite globale RH qui permet de gérer l'onboarding, la paye et le réglementaire, tout ce qui est la fiscalité aussi, des équipes chez nos clients avec des organisations de tout type de taille. Et on est aujourd'hui plus de 3000 dans le monde, tous en full remote. Donc, ça sera un point qu'on verra tout à l'heure aussi, je pense, en retour d'expérience. Et on est présent dans plus de 150 pays en propre et en direct avec nos propres entités. Voilà, donc on a cet accompagnement qu'on peut proposer au quotidien. Parfait. Donc, ce que je pense, c'est que tu vas pouvoir nous donner la dimension avec ce que vous partagez au quotidien en termes de full remote. Et Alexandre, pardon, je t'ai coupé. Je t'en prie, vas-y. Aucun problème, Anaïs. J'allais enchaîner directement sur Julien. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Alexandre Stourbe, je suis le directeur général du LabRH. LabRH, on est une association qui promeut l'innovation RH en France. Le LabRH, quelques chiffres, fédère aujourd'hui 320 startups dans ce qu'on appelle la HR Tech et 75 adhérents corporate. Et notre métier, c'est d'animer ces communautés autour des sujets sur l'innovation RH et le futur du travail. On a en fait une ambition, en réalité, au Lab RH, c'est de pouvoir inspirer les RH pour les rendre acteurs du futur du travail. Belle ambition. Et il y a du boulot pour inspirer. Super, merci. Merci à vous deux. Moi, je suis super contente de vous retrouver et d'aborder ce sujet qui est un peu inédit dans ce qu'on a l'habitude d'aborder avec Culture RH. Alors, dans les grandes lignes, sans rentrer dans le détail, parce qu'on va y venir très vite, mais grosso modo, aujourd'hui, on va aborder notamment tout ce qui est tendance, rapport d'étonnement, état des lieux du marché en termes d'expérience collaborateur, notamment les facteurs qui aujourd'hui sont essentiels pour engager ses collaborateurs et créer une culture d'entreprise forte, notamment. Donc, je pense que ça parlera à tous. Plus concret, avec 3 stratégies pour engager ses collaborateurs partout dans le monde, avec toujours cette notion aussi, pourquoi pas, de remote et full remote. Et puis, évidemment, tout le long de ce webinaire, sentez-vous à l'aise, libre de poser vos questions. Moi, de temps en temps, je rebondirai sur ce que vous pouvez dire et j'interpellerai Julien et Alexandre sur vos interrogations. Mais évidemment, on gardera un temps à la fin aussi pour revenir sur vos questions si jamais certaines sont restées en suspens. Ok, allez, c'est parti. Déjà, premier sujet, les tendances et rapports d'étonnement et état des lieux du marché. Alors, dit comme ça fait très vaste comme sujet, mais voilà, je sais que Julien et Alexandre avaient pas mal de choses à nous partager. Peut-être, Alexandre, déjà, ce que tu peux nous rapporter en termes de tendances, où on en est aujourd'hui en 2024. Alors déjà, j'ai mis le petit kit piéton, donc je pense que vous allez m'entendre un peu mieux. Déjà, ce qu'on peut constater en 2024, c'est qu'on parle d'engagement des collaborateurs, alors qu'il y a encore 3 ans, on parlait d'attraction et de fidélisation des talents.
Et en fait, je voulais prendre juste quelques secondes parce que c'est fondamental. C'est là où il y a 3 ans, on mettait tout en place une stratégie RH qui était à destination des talents, donc de certaines personnes dans l'entreprise. En 2024, on parle d'engagement des collaborateurs, donc à l'échelle de l'entreprise, quel que soit le collaborateur, la collaboratrice, et peu importe si on vise du haut potentiel ou l'employé, j'allais dire lambda, sans que ce soit vraiment péjoratif. Donc ça, pour moi, c'est déjà une première tendance. On parle vraiment d'engagement de collaborateurs. Et cet engagement collaborateur répond aussi à un sujet qui est le sujet de la motivation des salariés dans l'entreprise. Et on constate depuis la crise sanitaire, il y a beaucoup d'interrogations sur le monde du travail. Bien évidemment, il y a eu tout ce qui a été quête de sens. On en parlera par la suite, on développera les idées, mais tout ce qui a été quête de sens à l'issue de la crise sanitaire. Et puis finalement, après, dans les nouvelles pratiques managériales, dans notre rapport au travail, dans pourquoi finalement on travaille, quel est le sens pour moi à titre personnel du mot travail, etc. Ça amène beaucoup de réflexions et on constate dans les entreprises que les salariés sont de moins en moins engagés et donc les entreprises vont devoir mettre en place des dispositifs pour essayer de faire en sorte de booster cet engagement de ces collaborateurs. Et on va voir, premier levier d'engagement, ça peut être le salaire, mais finalement on constate en 2024 que le salaire, ça fait pas tout. Julien, si tu veux compléter. Oui, je rejoins totalement ton point. En fait, je lisais en plus la semaine dernière une étude de Michael Page qui a été faite auprès de 7500 salariés, notamment en France. Et ça rejoint ton point. En gros, les top 10 des critères recherchés sur un poste, il y a toujours évidemment le salaire à 22%, mais majoritairement juste derrière, talonné, il y a la flexibilité. Donc, on en reparlera aussi après ce qu'on entend par flexibilité, mais surtout ici le sentiment d'avoir une réelle utilité dans sa mission au sein de l'entreprise. Et donc, je pense que tout ça, en effet, est appuyé de par ce que tu as mis en introduction, c'est-à-dire ce qu'on a vécu suite à la crise Covid et au confinement respectif, qui ont à la fois mis un effet loupe et une accélération sur une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon d'envisager en fait la relation avec son organisation et avec son travail au quotidien, et également sa relation avec sa carrière. Typiquement, Deal, on a été créé en 2019 et à l'origine, l'objectif de l'organisation, c'était de démocratiser le marché du travail global et de permettre à des indépendants de pouvoir travailler avec n'importe quel type de grosse organisation. Et ce qu'on a vu notamment suite à la crise Covid, et je peux en témoigner avec des amis très proches qui étaient avec des postes de responsabilité dans des grosses entreprises, beaucoup de personnes se sont mis à leur compte en micro-entrepreneurs, avec des statuts différents. Et donc derrière ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire reprendre peut-être davantage la main sur ma carrière, ma façon d'envisager mon parcours professionnel, mais surtout m'inscrire peut-être davantage sur une notion de mission, de projet, qui vont m'apporter une valeur ajoutée à titre personnel de façon beaucoup plus rapide et d'être pouvoir être libre aussi de pouvoir après naviguer en fonction de ces projets d'une organisation, d'un domaine à l'autre. Donc vraiment cette notion de singularité et le fait que du coup l'entreprise elle-même doit pouvoir maintenant incarner des choses, du moins incarner un cadre qui va être différent, me semble-t-il. Et d'autant plus avec une nouvelle génération qui, elles, ont l'habitude de travailler déjà de façon full digitale avec les réseaux sociaux. Et donc tout ça impose finalement à l'organisation d'avoir des nouveaux réflexes pour justement encadrer et je dirais manager ces workforce, ces équipes. Ouais. Et tu nous le diras après, Julien, mais dans les autres pays du monde, il y a une forme de flexibilité contractuelle dans le monde du travail qu'on n'a pas forcément en France parce qu'il y a le sacro-saint CDI en France qui nous contraint énormément parce que en CDI, ça nous permet d'avoir un loyer ou ça nous permet de faire un emprunt auprès de la banque. Et aujourd'hui, on constate quand même une mutation du marché. Alors moi, c'est ce que je constate en France. Est-ce que demain, ça va être la fin du CDI? Je pense pas, mais il y aura un juste rééquilibrage entre la part des personnes qui seront employées en CDI et des personnes qui interviendront avec une autre forme de contrat de travail. Et tu parlais en mode projet, et c'est ce qu'on commence à entrevoir aussi dans les entreprises. Je pourrais donner des exemples par la suite. Les entreprises où elles recrutent pour des projets, elles recrutent pas pour des postes sur du long terme, elles recrutent pour des projets. Et le rapport est complètement différent. Oui, c'est tout à fait. C'est clairement ce qu'on voit dans des entreprises, notamment dans des pays en Amérique latine et notamment aussi aux US où il y a une montée en puissance en fait du micro-entrepreneur. Après, encore une fois, ça va dépendre évidemment des industries,
Ça va dépendre du type de job aussi. Mm. Mais oui, ce qui est certain, c'est qu'on sent qu'aujourd'hui, les personnes, des employés, dès qu'ils ont plus d'1 an et demi, 2 ans d'ancienneté sur une fonction donnée, vont vouloir très vite en fait challenger l'organisation en interne pour bien avoir soit des missions transverses, soit pouvoir très vite en fait s'intégrer ou s'insérer dans des projets autres qui leur permettraient soit de développer de nouvelles compétences, soit pour le coup diversifier en fait la relation qu'ils peuvent avoir en interne avec leurs collaborateurs. Et si on parle d'état des lieux du marché, après il y a une réelle problématique du coup de composer pour les entreprises avec tous ces profils qui n'appartiennent pas juridiquement parlant au sens RH du terme à l'entreprise, mais c'est comment fluidifier le rapport contractuel entre cette personne qui est peut-être basée en dehors de nos frontières et l'entreprise. Bon, ça après, Dil, je sais que vous êtes spécialisé là-dedans. Oui, tout à fait. Tout à fait. Excuse-moi, je vous écoute attentivement. Alors, de temps en temps, je disparais, mais je suis toujours là. C'est les aléas de ma connexion aujourd'hui, ça a décidé de bugger, mais j'entends ce que vous dites. Je me permets de rebondir sur cet état des lieux parce que, bon, moi, personnellement, sans grande surprise, je partage absolument tout ce que vous avez relevé. J'aimerais bien d'ailleurs questionner les personnes qui sont présentes aujourd'hui et qui nous écoutent, vous demander si vous aussi, vous partagez ce constat. Qu'est-ce que vous observez vous-même dans vos propres entreprises ces changements en termes d'attente des collaborateurs. Et je pense effectivement que Julien a dit un truc très juste tout à l'heure. Tu as dit la différence aujourd'hui de ce Covid, c'est les personnes veulent prendre en main leur carrière et j'aime bien cette notion. C'est vrai que c'est ce que j'observe aussi de mon côté. Aujourd'hui, les gens osent prendre en main et à décider ce qui est bon pour eux, quand avant peut-être on était prêt à faire des compromis entre certains critères dans un emploi. Aujourd'hui, on n'a plus trop envie de faire des compromis et je trouve ça intéressant de se dire que, ok, il y a cette observation, on prend en main les choses et ça se décline sous plein de manières différentes. Certains vont se retrouver dans l'auto-entreprise, d'autres, ça passera par la flexibilité à travers le télétravail. Enfin, il y a plein de manières de l'exprimer finalement, cette notion de je prends ma carrière en main. C'est ça, c'est intéressant. Dans le chat, ça réagit. On a Gaëlle qui nous dit totalement, elle est devenue abondante, décision prise après le Covid, comme beaucoup, c'est mon cas aussi d'ailleurs, pour avoir une utilité, la sensation d'avoir une mission et de gérer ma carrière. Et Émilie qui nous dit oui, les attentes sont de plus en plus forte et pas que sur l'évolution professionnelle. Alors, je vois qu'elle est en train de compléter elle est en train d'écrire, mais voilà, je pense qu'on est tous alignés du coup sur ce constat. Et du coup, peut-être que ça nous permet aussi d'enchaîner sur justement quels sont les facteurs qui sont indispensables aujourd'hui pour engager tout le monde dans l'entreprise et notamment créer cette culture d'entreprise forte parce que la culture, c'est le point de rattachement, c'est ce sentiment d'appartenance et c'est ce qui nous réunit tous dans une entreprise. Quels sont qu'est-ce que vous voulez partager sur ce sujet-là, Alexandre ou Julien? Je vais commencer, Julien, sur la partie pour favoriser l'engagement des collaborateurs. Alors, est-ce qu'on parle de collaborateurs au sens CDI du terme ou est-ce qu'on parle de collaborateurs comme tout contributeur à un projet de l'entreprise? Bon, ça c'est peut-être une règle à dire. Moi, j'ai plutôt envie d'axer le sujet, si vous voulez bien, sur les collaborateurs au sens salarié, un rapport hiérarchique avec l'entreprise ou un rapport contractuel type CDI à l'entreprise. Mais après, on peut l'ouvrir aux autres. Ce qu'on constate, et c'est ce qui est dans le chat, c'est qu'il y a une dimension professionnelle, c'est-à-dire je vais personnaliser, je veux personnaliser mon évolution professionnelle au sein de l'entreprise. Et puis, il n'y a pas que le professionnel, il y a ce fameux équilibre dont on parle depuis pas mal d'années, hein, l'équilibre vie pro, vie perso ou l'équilibre des vies de manière large. Et donc, pour moi, un des facteurs clés là-dedans, c'est comment l'entreprise arrive elle-même à avoir une culture de la transparence dans ses process, culture de la transparence dans sa vision déjà, dans ses valeurs et après dans ses process qui permettent à chacun d'être au clair par rapport à la vision, au process mis en place dans l'entreprise et pouvoir s'épanouir parce que ça correspond de manière personnelle à chaque collaborateur, à ses propres valeurs et à sa propre façon de voir les choses ou de jouer sur l'équilibre vie pro, vie perso. Donc pour moi, un des premiers facteurs, et je vais te laisser la main après, Julien, sur un autre facteur,
c'est cette culture de l'entreprise, c'est être vraiment raccord et aligné avec la culture de l'entreprise. Et derrière, ça fait appel pour moi au sujet de la transparence. Oui, totalement en phase. Enfin, sur le sujet de transparence, et après, une notion de cadre aussi, je pense, qui est important. Et je pense que encore plus aujourd'hui, qu'il y a même 3-4 ans ou 5 ans, je me souviens à l'époque, quand on était chez Talentsoft, on parlait déjà de singularité des collaborateurs, son singularité, donc c'est-à-dire de designer finalement le parcours ou le quotidien du collaborateur au sein de l'entreprise de façon très individualisée. Je pense qu'aujourd'hui, encore plus qu'avant, les équipes RH ont un rôle qui est très, très central. Et à travers ça, elles doivent, avec ce format pivot, essayer au mieux aussi de rendre sachant et de faire monter en compétences toutes les équipes managériales. Car ce qu'on a évoqué ensemble aussi, Alexandre, en préparant le webinaire, il y avait une prise de conscience commune sur le fait que la transparence et donc du coup le fait de permettre aux collaborateurs d'avoir de la visibilité sur son évolution, les règles de son entreprise, les valeurs qui sont courues ou même les rituels passe par un management qui est outillé et qui est armé pour justement pouvoir porter, répondre et avoir une casquette, une multiplicité de casquettes, à la fois évidemment liées à l'expertise métier opérationnelle, mais également une grosse dimension RH qui doivent développer d'autant plus. Et donc, dans ce cadre-là, en effet, je pense que le fait de devoir définir plus finement qu'avant, notamment dans des cas de figure où ce qu'on observe nous chez nos clients, il y a de plus en plus de demandes de mobilité, et notamment à l'international, de plus en plus de demandes de flexibilité, et bien sûr le fait d'être présent au bureau ou pas. Et donc tout ça, en fait, oblige l'organisation à repenser systématiquement le cadre dans lequel les collaborateurs vont pouvoir évoluer. Et donc, en effet, je pense que c'est un vrai challenge. Et derrière ça, il faut avoir les moyens, en fait, de pouvoir accompagner ces équipes efficacement. Je ne sais pas si tu vas rebondir, Alexandre, là-dessus. Non, juste pour compléter, parce que encore une fois, je pense qu'on est tous les deux 100% alignés. Tu as raison sur cette idée de cadre, mais attention à ce que le cadre ne soit pas figé. C'est-à-dire qu'on se dise à un instant T, en 2024, on définit un cadre et que ce cadre, il est figé sur les 2 années à venir. Le problème aujourd'hui dans l'organisation et dans le monde de l'entreprise, à l'échelle internationale, c'est que les choses évoluent extrêmement vite. On le voit, ce qu'on a vécu, enfin ce qu'on vit depuis un an et demi autour des intelligences artificielles génératives, ça re-questionne encore le monde du travail. Et en fait, on est tout le temps soumis à des questionnements qui nous imposent peut-être de redéfinir des cadres et de s'adapter. Donc, il faut être aussi agile. Donc, je trouve que c'est bien d'avoir un cadre, mais il faut aussi garder une forme d'agilité. Alors, c'est là où c'est un peu ambigu. Parce que je trouve qu'il faut à la fois garder une forme d'agilité pour évoluer avec le monde actuel et la vitesse à laquelle le monde actuel évolue. Et en même temps, il y a une vision, il y a une ambition, il y a un but à atteindre, et que si le cadre il change tout le temps, parfois c'est difficile d'atteindre ce but, quoi. Donc c'est un peu entre les deux, mais il faut faire gaffe. Ouais. Et je pense que c'est là où les valeurs sont importantes. Mais en fait, quand j'avais mentionné la notion de cadre, en fait, c'était la notion que je mettais derrière, c'est le fait de redéfinir le cadre et de s'assurer que ce cadre soit davantage malléable que le cadre qu'on pouvait avoir précédemment. Sur 2 grandes thématiques. Le premier, notamment, c'est le retour au travail, le flex office, ou le fait de pouvoir être en full ou remote first ou en hybride, pour reprendre des vocabulaires utilisés. On voit bien qu'une entreprise, une autre, c'est pas si simple. On sent que souvent, même la dynamique derrière n'est pas forcément la bonne raison d'un retour, souvent, je dirais, au travail, au bureau, soit à 100%, soit en 4/5e ou en 3 jours, 2 jours. Souvent, c'est une sensation simplement de sentir que les collaborateurs sont impliqués, alors qu'en réalité, même en distanciel, ils peuvent très bien être impliqués. Donc, en fait, la notion de cadre derrière ça, c'est de savoir les raisons pour qu'on le met et avoir de cette flexibilité qu'on peut mettre derrière. Et le deuxième point que je vais mettre en avant, ce qui est intéressant, en tout cas moi, ce que je vis chez Deal, qui est une boîte une organisation qui est assez particulière. J'ai rejoint l'organisation il y a 2 ans. On était 400 collaborateurs, on est quasiment 3000 aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est, pour le coup, en full télétravail dès notre création. Et je travaille au quotidien avec des personnes qui sont dans plus de 100 pays dans le monde. On a, je crois, plus de 120 nationalités. Et donc, pour le coup, on a un cadre qui est très clair. Ça veut dire qu'on a cette flexibilité-là. Donc, quels que soient les statuts, il y a beaucoup d'indépendants.
Je crois que 70% des collaborateurs chez Deal sont des indépendants. Mais surtout, pour le coup, les équipes RH sont très, très précises avec une communication longtemps en avance sur notamment les revues annuelles, les règles du jeu, comment les managers doivent aborder les sujets. Donc, tout est formalisé avec une forte précision pour s'assurer qu'en fait que tous les collaborateurs ont le maximum de visibilité d'une part, mais d'autre part que les managers sont vraiment armés pour pouvoir aborder les sujets de la bonne façon et dans le respect de la culture interne. Donc, du coup, ça, tu soulignes… Sur le remote… Pardon, Alexandre, vas-y. Vas-y, Anis. Non, je voulais juste rebondir parce que sur le remote, c'est une des clés d'apporter le cadre, comme tu le soulignes. Et, Émilie a souligné quelque chose d'intéressant dans le chat. Elle disait que finalement, les collaborateurs a des drivers différents et ça rejoint un peu ce que vous disiez, à la fois cet équilibre entre il faut du cadre pour que ça fonctionne, il faut apporter du cadre, et il faut aussi prendre en considération les attentes de chaque individu. Il y a vraiment une approche de plus en plus individualisée aujourd'hui. C'est ce qu'on observe dans les tendances RH, c'est d'avoir cette capacité à comprendre ce qu'attend la personne en face et de pouvoir y répondre en tout cas d'être le plus près possible de ce que la personne attend, et une espèce d'approche individualisée qu'on observe de plus en plus. Et je trouvais ça intéressant parce que c'est un peu cette histoire d'équilibre toujours. Et du coup, je voulais juste rebondir sur ce que disait Émilie dans le chat parce que je trouvais que c'était assez pertinent avec ce que vous disiez juste avant, et Gaëlle complétait en disant dès le départ, vous avez écrit en full remote, peut-être que c'est plus complexe quand c'est un changement. Tout à fait. Julien, si tu veux rebondir sur Clairement. Ça. Oui, je suis totalement d'accord. Moi, j'ai connu les deux, en fait. Moi, j'ai connu une organisation qui était très en présentiel, avec une énergie folle dans les bureaux, et qui a dû gérer le post-confinement Covid, je dirais mi-2020 et tout début 2021. Et en effet, c'est difficile en réalité à bien gérer ou aménager avec l'engagement des collaborateurs. Et puis ça va dépendre des profils aussi. Dans toutes les technologies, il y a beaucoup de développeurs qui ont l'habitude aussi d'être très sédentaires. Par contre, les équipes commerciales, CSM ou Professional Services qui sont plutôt en mouvement. Et donc, des fois, il peut y avoir un sentiment de double vitesse entre ceux qui viennent au siège et qui sont proches de la direction. Il peut y avoir un jeu politique qui s'opère. Et ceux qui peuvent être en région et qui, du coup, eux, sont peut-être moins en région ou du moins en périphérie, parce que tout dépend où est le siège, en périphérie du siège, voire plus chez eux. Et dans ces cas-là, ils ont l'impression potentiellement de décrocher par rapport à tout ce qui est la sérendipité des échanges qui peut être lié au quotidien. En l'occurrence, c'est vrai que chez Deal, on est full remote, on va dire, dès notre création. Et donc, tout le monde a la même enseigne. Et en l'occurrence, dès le démarrage, ça impose à l'organisation d'avoir des outils internes, un mode de communication, un formalisme qui doit être très clair et très précis pour tout le monde dès le démarrage. Et ça, je reconnais que c'est assez stupéfiant parce que, en fait, il y a une forte transparence sur les règles du jeu, les valeurs et ce qu'on attend d'un collaborateur et son parcours et sa trajectoire au sein de l'organisation. Ok, et alors comment est-ce qu'on rend tout ça concret? C'est la question maintenant. Comment est-ce qu'on rend tout ça concret? Je pense qu'il y avait trois stratégies ou trois leviers que vous aviez envisagé d'évoquer aujourd'hui, Alexandre et Julien, notamment sur l'enjeu de la communication autour de la culture d'entreprise et de la politique RH. Alors, on en a parlé tout à l'heure, hein, il y a le sujet de la communication et de la transparence. Pour nous, ça fait partie d'une des stratégies pour pouvoir engager ses collaborateurs. Je reviens juste sur ce qui a été dit tout à l'heure par Julien et par toi, Anaïs, via les échanges sur le chat. On parle d'individualisation ou de personnalisation. Le seul truc, c'est que personnaliser une expérience collaborateur à l'échelle d'une entreprise de 500 personnes, c'est faisable. Quand on est 60 000 ou 100 000 salariés dans l'entreprise à travers le monde, c'est un peu plus compliqué. Et que finalement, malheureusement, la personnalisation, elle n'est pas à la portée de toutes les entreprises. Donc c'est pour ça que c'est toujours un peu tendancieux. C'est pas tendancieux, mais c'est toujours un peu limite de parler de personnalisation ou d'individualisation dans la mesure où ça dépend vachement de la taille de l'entreprise. Donc je ferme la parenthèse. Parce qu'il y a cette subtilité à avoir. Sur comment engager ses collaborateurs partout dans le monde, on l'a dit et Julien l'a évoqué, on est passé peut-être un peu rapidement dessus tout à l'heure, c'est sur la partie management. En fait, le rôle du management est essentiel
dans l'engagement des collaborateurs. Il y a des pays qui sont plus en avance que la France sur les aspects de management, mais quel est le manager nouvelle génération? Et le manager nouvelle génération, c'est la personne qui va à la fois inculquer les valeurs de l'entreprise et pouvoir les transmettre. Et plus être, vous savez, on en parlait beaucoup les années précédentes, on était vraiment dans le command and control et plus être dans le share and develop. C'est comment, moi, en tant que manager, je vais accompagner un collectif, alors des collaborateurs, mais ça peut être aussi des indépendants, etc., par rapport à un projet. Et donc, du coup, je dois, moi, en tant que manager, et donc l'entreprise de manière générale, doit savoir communiquer, encore une fois, les valeurs, les process, etc., et être transparent. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui, parce que tout à l'heure, on a évoqué, c'est ce que Julien a dit sur les critères de choix des candidats dans les entreprises. Il y a toujours le salaire qui revient. On voit aujourd'hui de plus en plus d'entreprises qui proposent la transparence dans les salaires. C'est-à-dire que ce qui peut parfois faire jaser dans l'entreprise, tiens, mais un tel fait le même métier que moi, mais il est payé 5 000 € de plus que moi. Pourquoi ? Du coup, il y a du non-dit dans l'entreprise, ça crée de la frustration et donc je ne suis plus motivé dans l'entreprise. Si demain, les salaires sont transparents et on sait ce que gagne le prochain, et moi, à titre personnel, si je veux gagner plus, je sais quelles sont mes marges de progression parce que c'est inscrit dans l'entreprise et l'entreprise a communiqué ça en interne, on voit que c'est un effet très bénéfique pour l'engagement des collaborateurs puisque du coup, il y a plus de sujet tabou du salaire et de pourquoi dans l'augmentation, cette personne-là a mieux négocié que moi alors qu'on fait le même métier ou que lui glande plus que moi au sein de l'entreprise. Donc voilà, pour moi, il y a un vrai sujet sur la transparence, la communication, et qui dit transparence, c'est aussi la transparence, et je terminerai là-dessus, sur les rapports. Un manager, il est là, alors, très souvent les managers sont transparents quand ça marche pas, ils vont tout de suite aller taper sur le collaborateur quand ça fonctionne pas, mais il faut aussi de la transparence sur oui, tu as fait du bon boulot et je te le dis, si je suis transparent, tu as fait du bon boulot pour telle ou telle raison. Bref, la transparence, elle est vraiment à tous les niveaux et à toutes les échelles. Oui, puis je compléterai ton point sur la transparence, notamment tu parlais de la transparence salariale autour de la rémunération. J'ai eu la chance de participer à un petit déjeuner avec Virgile, le fondateur de Figures, dont c'est le métier notamment sur les sujets de rémunération. Ah oui. Et un des sujets, de toute façon, il y a actuellement un vrai sujet, une directive européenne qui a été lancée pour justement cadrer cette transparence salariale et également en fait favoriser l'équité, le temps de travail égal à salaire égal et réduire notamment les disparités qu'il peut y avoir entre les hommes et les femmes, voire de statuts sociaux différents. Et donc de toute façon, il y a déjà là des instances étatiques qui vont imposer aux organisations de toute façon à devoir mettre en place des méthodes des méthodes et des process en interne pour pouvoir répondre finalement à ces demandes des collaborateurs. Je crois typiquement aux US aujourd'hui, quand on va publier une offre d'emploi sur des sites, on doit mettre finalement les tranches min-max. C'est obligatoire aujourd'hui de mettre le min-max en fait sur ce type de job. Et on va avoir les mêmes choses, notamment en France. Et notamment, cette directive va imposer potentiellement, un collaborateur va pouvoir demander à son organisation de lui expliquer les raisons de son salaire, comment il se situe par rapport à une même personne dans le même poste au sein de l'organisation. Et donc, derrière ça, il y a cette notion de transparence et de s'assurer qu'il y ait une équité. Et je rebondis sur ce qui peut se dire dans le… Ah, pardon. Oui, je voulais juste rebondir sur ce qu'il disait dans le chat. Plein de choses intéressantes que j'aimerais vous partager, sur lesquelles vous pourriez peut-être rebondir, notamment sur la notion d'entrepreneuriat, peut-être, ça peut être ça la piste, mais quelqu'un qui nous dit, Rodi en l'occurrence, pour une entreprise en full remote, je pense que les collaborateurs ont aussi un fort ownership ou leadership, et ça rejoint l'aspect croissance du freelancing et du travail en mode projet. Et je sais que l'entrepreneuriat, c'est un vrai sujet aussi. Est-ce que c'est une des clés pour que ça fonctionne aujourd'hui, une entreprise en full remote, d'avoir cette espèce de mindset, d'état d'esprit plus entrepreneur et donc du coup explorer plutôt le mode intrapreneur en entreprise. Ça vous parle ? Oui, clairement. Ouais. Oui, clairement. Ouais. Donc ça, c'était un des points qu'on voulait envisager. C'est la troisième en fait stratégie. Ah, je t'ai fait sauter sur la troisième. Non, je spoil. Et d'ailleurs, les stratégies, c'est un mot qu'on emploie avec humilité, hein. C'est des axes en réalité qui nous semblent pertinents et donc qu'on a pu observer dans d'autres organisations. Mais en effet,
le troisième axe qu'on voulait évoquer, c'est notamment cette notion de flexibilité. Et dans cette notion de flexibilité, il y avait évidemment des points liés à la mobilité. On se rend compte qu'il n'y a potentiellement pas assez de mobilité. Ayant été invité à différents événements, conférences RH portées par des grands groupes, je vois que la notion de mobilité et qui plus internationale, des fois où je dirais BU ou entité, n'est pas assez marquée. Et derrière cette notion de flexibilité, il y a cette notion de statut qu'évoquait Alexandre au tout démarrage. Et dans cette notion de statut, on se rend bien compte qu'en effet, aujourd'hui, de plus en plus, les organisations doivent composer maintenant. Donc, il y a un rapport de force qui s'opère, qui est complètement différent par rapport à celui qu'on a pu connaître il y a 5 ans, où dans ce rapport de force, en effet, les collaborateurs vont vouloir davantage, en effet, porter un projet au sein de l'entreprise qui, évidemment, qui a du sens lié à leurs valeurs et leur développement personnel, mais également dans des compétences qu'ils pourraient développer. Et j'ai plusieurs personnes dans mon réseau qui, en effet, vont jusqu'à, en réalité, changer de statut et sortir d'un statut employé ou salarié, se mettre à leur compte, continuer à bosser avec leur organisation, avec leur ancien employeur, mais pour le coup, sur des missions ou des projets donnés de façon beaucoup plus ciblée. Et ça, clairement, je pense que si on tire un trait sur les 10 prochaines années, je pense quelque chose qui va s'accélérer vraiment de plus en plus. Et donc, la vraie question derrière, c'est quid de l'entreprise telle qu'on la connaît, nous, historiquement, quel va être finalement son cadre et quelle est sa finalité, au-delà, évidemment, de la notion de revenus, de produits ou de services qui est proposé, c'est quel est l'encadrement, quels sont peut-être les workforce qui vont constituer finalement ces ressources internes donc au sein de l'organisation. Nous, pour compléter ce que tu as dit, Julien, nous, côté LabRH, on a sorti un rapport de prospective avec l'entreprise Mazar et Malte, qui est une plateforme de freelancing, sur les open talents. Et on considère que dans les prochaines années, l'entreprise va devoir adopter un modèle écosystémique. Alors moi, je suis toujours parallèle avec une entreprise qu'on connaît bien en France, qui est l'industrie de l'automobile. Il y a 15-20 ans, un constructeur automobile internalisait tout. Donc, travaillait sur l'ingénierie, produisait la caisse, produisait tous les équipements divers et variés, les équipements électroniques, etc., etc. Et puis, au fur et à mesure, le constructeur automobile s'est entouré d'équipementiers de rang 1, de rang 2, rang 3. Et en fait, a adopté un modèle écosystémique en se disant, et dans l'aéronautique, c'est un peu la même chose, c'est plutôt que tout faire moi-même, je vais me recentrer sur mon cœur de métier, c'est d'imaginer les voitures, et après, je vais faire à d'autres, auprès des spécialistes, des pans d'activité. Demain, l'entreprise va devoir adopter un peu le même état d'esprit, c'est d'avoir une approche écosystémique et de se dire, j'ai mon noyau dur qui est composé de personnes salariées de mon entreprise, et après, par rapport au projet que je porte, je vais aller chercher les compétences sur le marché avec des contrats juridiques variés. Donc, portage salarial, indépendant, etc., etc. Et après, je vais devoir animer cette communauté, cet écosystème de compétences que je ne maîtrise pas, moi, d'un point de vue hiérarchique, parce qu'elle n'est pas rattachée via un CDI dans mon entreprise, mais je vais devoir l'animer. Je vais vous donner un exemple. Il y a une entreprise française dans l'entertainment qui s'est associée avec un opérateur télécom. Et en fait, pour réinventer le monde du travail, en tout cas les processus de recrutement, ils se sont dit, plutôt que de recruter une personne pour un poste, on va recruter une équipe pour un projet. Et que cette équipe pour un projet, ça va être un projet pour cette société d'entertainment, mais comme on est sur un contrat tripartite entre cette société d'entertainment, l'opérateur télécom et cette équipe, cette équipe, une fois qu'elle a réalisé le projet dans la société d'entertainment, elle peut décider d'aller peut-être sur un autre projet intéressant chez l'opérateur télécom. Et donc, de pouvoir faire des va-et-vient. Et on voit derrière, tu l'avais évoqué tout à l'heure, Julien, sur la motivation par rapport au projet. C'est comment je redonne de l'intérêt, de la flexibilité à une équipe, et pas forcément à un individu, à une personne, mais plus à une équipe, pour pouvoir intervenir sur des projets motivants. Et donc, en leur proposant ça, forcément, je réengage mes collaborateurs du coup dans ce dispositif et ils vont intervenir sur des projets, ils vont réussir à les mener parce qu'ils sont réellement motivés, c'est eux qui l'ont choisi. Donc c'est intéressant de voir un peu que, alors moi j'ai une vision qui est assez française, sur le LabRH on est principalement en France, et qu'encore une fois le sacro-saint CDI,
on n'est peut-être plus forcément rattaché à un poste. On va pouvoir naviguer assez facilement. Tu évoquais tout à l'heure la notion de flexibilité. Très souvent, on dit flexibilité, c'est la flexibilité géographique. C'est pas forcément que de la flexibilité géographique, c'est aussi de la flexibilité d'un point de vue contractuel, c'est de la flexibilité de projet, c'est de la flexibilité de diversité de type de profil, c'est de la diversité en termes de rémunération. Bref, tout ça, pour moi, ce sont des facteurs d'engagement des collaborateurs. C'est super intéressant l'exemple que tu nous partageais, Alexandre, et je vois que ça fait écho peut-être un petit peu avec ce que Serge nous disait dans le chat tout à l'heure. En tout cas, c'est un parallèle que je trouve intéressant, qui disait que selon lui, l'auto-management va se développer au sein des entreprises. Je ne sais pas si ça vous parle, mais il recommandait d'ailleurs un livre qui s'appelle « Je vis de mon équipe et toi ». Je ne sais pas si vous connaissez, si ça vous parle, mais c'est vrai que cette notion elle est assez intéressante on revient un peu à cette notion d'entrepreneur, intrapreneur, et je trouve ça le parallèle assez intéressant. Ouais, vas-y Alexandre. Pareil, moi je suis toujours un peu critique, mais c'est facile d'être critique. C'est de l'automanagement, oui, mais pareil, je reprends ce qu'a dit Julien, ce qu'on a évoqué tous les deux, c'est la notion de cadre. C'est qu'à un moment donné, il faut savoir poser les cadres, un cadre, et que si chacun pose son propre cadre, c'est le bazar quoi dans l'entreprise. Donc, à un moment donné, l'automanagement… Ça dépend des contextes aussi. Ouais, l'automanagement, peut-être, mais il y a toujours un cadre à poser. Et on revient sur la première stratégie qu'on a évoquée avec Julien, à savoir la stratégie de communication et de transparence, quelles sont les valeurs d'entreprise et comment je les communique dans l'entreprise. Alors moi, je donne toujours un exemple qui parfois peut être mal interprété et je veux pas que vous l'interprétiez mal. Mais pour moi, c'est exactement comme un troupeau, un berger et son troupeau. En fait, le berger… Hein ? Non, je rigole, j'allais dire aïe. Ouais, oui, parce qu'après, on va dire les salariés, c'est des moutons. Voilà, ça démarre mal. Ouais, les salariés, c'est des moutons. Non, c'est pas ce que je veux dire. Simplement, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un berger qui dit, nous, on va aller sur peut-être à tel endroit. Donc, il donne la direction. OK, ça, c'est le CEO de la boîte. Il va donner la direction de l'entreprise. Très bien. Après, derrière, il y a le chien de berger. Pour moi, ça, c'est le rôle du management. Le chien de berger, il est là pour dire on va suivre un chemin, on va mettre un cadre qu'il ne faut pas dépasser. Et dans ce cadre-là, les personnes peuvent faire ce qu'elles veulent. Donc, les moutons font ce qu'ils veulent dedans quand ils avancent. Mais en revanche, le chien de berger est toujours là pour remettre les personnes dans un droit chemin pour atteindre un objectif commun. Et c'est là où c'est un peu compliqué, c'est que l'automanagement, si on n'a pas ce cadre-là qui est défini, ça part dans tous les sens et après, on sort du cadre et c'est là où c'est compliqué à gérer. Voilà. Donc, c'est juste, je mettrai un petit warning sur la partie automanagement si je l'interprète tel que je l'interprète là. Oui, c'est très bien. C'est important d'apporter de la nuance aussi. Je me permets de rebondir sur ton point, Alex, et notamment ça fait écho avec une personne, parce que je ne m'étais pas connecté sur le chat, notamment sur la partie, encore une fois, de full remote et de statut. En fait, en effet, donc, tu as raison, le cas de transparence, et moi je le vis chez Deal, parce qu'en réalité, pour prendre un terme anglais, d'anglicisme, une notion de empowered, ça veut dire qu'ils rendent les personnes finalement maîtres et responsables de ce qu'il va faire sans avoir besoin sans arrêt de se reporter à quelqu'un à partir du moment où la tâche, là on les attend. Et je dirais l'écosystème avec lequel ils peuvent graviter et finalement l'aire de jeu est bien défini. Et en l'occurrence, c'est ce que vraiment je peux observer chez Deal. Ça veut dire qu'il y a une forme d'autonomie, mais pas autonomie isolée. C'est-à-dire qu'il y a autonomie dans le sens on te fait confiance, il faut que tu te prennes en main. Par toi-même, il faut que tu défriches en fonction de ce qu'on attend de toi dans ton quotidien. Donc, ça peut être, par exemple, je sais pas moi, que ce soit un développeur, que ce soit une personne en charge du légal aussi, parce qu'on a plus de 400 experts en charge du droit du travail, de la RH et de la fiscalité. En l'occurrence, ils doivent au quotidien aussi se challenger sur les nouvelles réglementations, mettre à jour des informations directement sur la plateforme qui est disponible auprès de nos clients après. Et donc, tout ça, ça se fait naturellement parce qu'il y a une autorégulation qui s'opère du fait qu'on les empower. Ça veut dire que finalement, c'est pas qu'ils n'ont pas de compte à rendre, mais par eux-mêmes, on leur laisse une forme d'autonomie pour qu'ils puissent du coup réaliser leurs tâches à bon escient. Et peut-être que la notion de statut, en effet, d'indépendant pour certains, renforce ce mindset, cet état d'esprit un peu d'entrepreneur au service d'une organisation. Et ça, c'est certain que ça doit jouer aussi.
Il y avait une question sur le min et max quand on parlait de transparence salariale tout à l'heure. Oui. En fait, il est question ici de minimum et de maximum de tranches de salaire qui est convenu ou identifié via des benchmarks marché. Alors, soit benchmark entreprise, soit benchmark marché. Et donc, du coup, qui est demandé maintenant d'être affiché, notamment dans des offres d'emploi. Et je prends l'exemple des États-Unis. Mais il me semble que ça va arriver très facilement, très rapidement ici en France, lié à cette nouvelle directive européenne. Donc, en fait, c'est les minima et maxima qui sont observés, en fait, par rapport à des tranches sur les salaires. Bon, après, je suis curieux de voir dans quelle mesure on va pas avoir des fourchettes qui vont être des râteaux, tu vois. Et c'est ce qu'ils font déjà, en fait. En réalité, c'est il y en a qui font déjà ça, en effet, pour que ce soit, Ouais. pour en effet rentrer dans le cadre sans pour autant que ça mette une contrainte à prendre en interne. Non, ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il y a certaines scale-up françaises aujourd'hui qui proposent des calculateurs de salaire. Je pense à Oui, Shine ou comme à Shine. Zephyr. Ouais, Shine ou Zephyr. Vous allez sur leur site, il y a des calculateurs de salaire. Donc, en fait, vous savez globalement à quel poste, à quel salaire vous allez être recruté pour tel ou tel poste et comment vous pouvez évoluer après dans l'entreprise si vous accédez à des postes supérieurs. Bon, et ça, on voit, ça se démocratise. Donc, cette transparence dans le salaire va prendre de plus en plus de place aujourd'hui. Je pense que c'est un élément essentiel, encore une fois, en tout cas en France, parce que le salaire est tabou. Et oui, c'est pour 2026 en l'occurrence, nous rappelle Morgane, qu'au plus tard en Belgique aussi, et en France aussi, hein, il me semble que Ouais. la question du cadre qui va être imposé, c'est pour 2026. C'est des sujets qu'on abordera très certainement bientôt hein, sur Culture RH parce que ça va être dans l'actualité et ça va toucher tout le monde. Est-ce qu'on peut faire un petit récap peut-être des 3 stratégies avant d'avancer sur les questions-réponses, si c'est OK pour vous, un petit récap pour tout le monde. Alors, plus qu'un récap, c'est qu'on Je va pense aborder en la plus, c'est la troisième deuxième. stratégie. Ouais, qui est la deuxième, mais la troisième. C'est ça, exactement. Ouais, ah oui, c'est vrai qu'on en a sauté une. Non, c'est pas grave. C'est vrai qu'on en a sauté une. En tout cas, on suit avec Alex. Je vous écoute, Alex, allez-y. je te laisse peut-être prendre la main. Non, mais l'autre sujet, alors on parlait tout à l'heure de rémunération. C'est un sujet qui peut paraître assez trivial, mais finalement, c'est quels sont les avantages sociaux que l'entreprise propose. Et là, on revient sur les logiques de personnalisation. C'est ce qu'on a. Il y a eu une réflexion là dans le chat un peu plus tôt sur l'équilibre vie pro vie perso. En fait, concrètement, mais moi, je suis salarié d'une entreprise. J'ai peut-être à charge un enfant. Et donc, je vais devoir avoir un système de flexibilité en termes de garde. Donc, quels sont les dispositifs sociaux? Donc, parfois, vous savez, en France, on a les chèques emploi-service universel. Est-ce que l'entreprise met à disposition ce chèque emploi-service universel? Mais ça va peut-être m'intéresser moi, Alexandre Stourbe, parent d'un jeune enfant. Mais est-ce que mon voisin, Julien, je te le souhaite pas, mais est-ce que toi, par exemple, aujourd'hui, tu vis pas en tant que salarié aidant parce que tu as un parent qui est en fin de vie, que tu dois l'accompagner. Donc, tu vas devoir avoir d'autres avantages sociaux qui te permettent de conjuguer ta vie pro et ta vie perso et aussi d'alléger tes factures à la fin du mois. Donc voilà. Donc en fait, il y a tout un sujet autour des avantages sociaux. Donc on connaît tous les titres restaurants aujourd'hui en France, les chèques emploi-service, l'accès à des cellules de psychologues, l'accès à des salles de sport pour faire du sport, donc pris en charge par la société, les frais de mobilité, le forfait mobilité durable, etc., etc. Donc en fait, c'est quels sont les dispositifs qui sont à la charge de l'entreprise, qui au-delà de la rémunération permettent de répondre à une problématique économique ou de tension financière que rencontrent les salariés dans les entreprises, et aussi de leur apporter une forme de flexibilité par rapport aux dispositifs qui sont mis en place. Donc ça, pour moi, je pense que c'est, tu me diras si tu es d'accord avec moi, Julien, pour moi, c'est aussi une autre stratégie pour engager les collaborateurs, parce que si derrière, on les décharge de toutes ces problématiques de gestion de salariés aidants, ou je suis dans un process de procréation médicalement assistée, ou j'ai un enfant qui est en situation de handicap, etc., eh bien, c'est comment mon entreprise m'octroie une forme de flexibilité, voire des aides psychologiques, encore une fois, ou financières, qui permettent d'alléger ma charge mentale. Et donc, du coup, dans mon entreprise, je suis motivé, je suis engagé parce que je n'ai plus à penser à ça pendant mon temps de travail, parce que j'ai du temps libre à côté pour le faire. C'est aussi un des atouts de la semaine de 4 jours, par exemple, qui est déployé un peu partout dans le monde.
Ouais, clairement. Ouais. Moi, je vais pouvoir te donner un exemple plutôt, du moins une illustration sur la scène internationale, parce qu'en réalité, les organisations avec lesquelles on travaille, pour beaucoup, justement, sont confrontées à des situations où elles doivent permettre finalement accompagner leurs collaborateurs. Donc, on parle d'expérience aussi, hein. Il y a une question d'expérience avec son organisation, son employeur, notamment sur des mobilités dans différents pays, devoir accompagner sa compagne ou son compagnon dans différents pays avec sa famille, pouvoir faire partie prenante des équipes. On a beaucoup de responsables RH qui doivent accompagner des équipes, qu'elles soient basées au Mexique, au Canada ou au Japon. Et derrière ça, ils doivent en effet mettre en avant des avantages sociaux locaux, que ce soit des mutuelles, que ce soit un cadre de travail ou autre. Et donc, dans ce cadre-là, au-delà d'utiliser notre plateforme pour justement gérer la paie de leurs équipes, gérer les contrats de travail localement, eh bien, on voit qu'à chaque fois, il y a besoin d'avoir finalement ce qu'on appelle des benefits un peu globaux qui vont être mis à disposition en fait auprès de ces équipes. Et on voit que notamment sur la scène internationale, c'est très très compliqué pour l'organisation de pouvoir s'assurer de rester dans un standard, un accord cadre standard. Il y a une politique RH qui a été potentiellement négociée ou validée, et en même temps être en lien et dans le respect finalement du droit du travail local, de l'attente d'un collaborateur qui va potentiellement varier entre des équipes qui sont basées au Japon, on la joue des portes ouvertes, hein, au Japon ou basées au Canada. La difficulté derrière, c'est comment les accompagner. Et en l'occurrence, je trouve qu'aujourd'hui, alors là pour le coup, j'ai prêché un peu pour Deal, mais c'est vrai que chez Deal, on a des acteurs comme Deal, je peux te dire ça comme ça, des acteurs comme Deal, qui proposent une expérience via une plateforme SaaS, mais à la fois, on a plus de 400 experts partout dans le monde, dans nos plus de 120 entités. On va pouvoir du coup accompagner les organisations pour qu'ils puissent avoir les meilleurs mutuelles dans les différents pays, potentiellement espaces de travail, meilleurs aussi quand on parle davantage, c'est au niveau des contrats, au niveau aussi de la paye. Et donc tout ça, en fait, c'est quelque chose qui est essentiel dans l'expérience du collaborateur et s'assurer que finalement, qu'il soit engagé même à distance. Parce que, je reviens sur le titre, hein, engager ce collaborateur partout dans le monde, et bien qu'en effet, comment à distance, moi en tant qu'employeur, je vais pouvoir m'assurer que, il y a un bon cadre de travail, un bon respect des attendus au niveau locaux, etc. Et je pense que c'est un sujet qui est très compliqué à adresser pour l'organisation, car culturellement parlant, ça peut très vite changer. Légalement parlant également. Et donc, dans ce cadre-là, il faut être très réactif pour pouvoir, pouvoir amener le bon niveau de réponse. L'exemple typique en Allemagne, cadre a souvent une voiture de fonction et mandatory comme représentativité sociale. C'est un exemple un peu tarte à la crème, mais je veux dire, on a ça dans tous les pays avec des attentes qui sont vraiment différentes. J'invite dans l'audience à ce que vous posiez vos questions. Si jamais il y a des sujets sur lesquels vous voulez rebondir, on gardera un petit temps juste après pour revenir sur. Moi, j'ai déjà noté quelques questions mises de côté, mais ce qui serait intéressant, peut-être plus globalement, pour rebondir sur ce sujet-là, on a fait un webinaire d'ailleurs il n'y a pas longtemps sur les avantages sociaux, et il y avait un sujet qui revenait assez souvent, c'était que le constat que faisaient les RH, c'est que très souvent les collaborateurs en fait ne savent même pas ce que l'entreprise propose comme avantages sociaux. C'est déjà un sacré défi à l'échelle nationale d'arriver à communiquer sur les avantages sociaux existants, mais alors du coup à l'échelle internationale, c'est un défi encore plus grand. Comment on peut répondre à ça, à cette attente des collaborateurs d'avoir une espèce de clarté sur ce que propose l'entreprise en termes d'avantages sociaux? Tu veux répondre, Julien, ou pas, sur la dimension internationale? Moi, je vais sécher un petit peu, mais il y a un vrai Oui, sujet. clairement. Oui, en fait, clairement, donc peut-être je vais faire une redite par rapport à tout à l'heure, mais ce qu'on voit clairement en effet, c'est cette notion, d'avoir l'information en interne de son organisation, et c'est pas si simple. Ils doivent passer soit par des relais locaux, soit par un cabinet comptable, soit par rapport à des tiers parties. Et ça, ils doivent le faire en points, souvent un par un, directement. C'est-à-dire quoi? Au niveau du siège avec chacun des pays. Donc ça prend beaucoup de temps. C'est pas simple déjà pour avoir l'information à notre niveau. Et puis après, c'est comment cette information redescend auprès du collaborateur. Qui communique et par quel canal. Oui. Et donc je pense que c'est en ça où nous, en l'occurrence, on a une attractivité forte sur le marché aujourd'hui. C'est qu'on va gérer sur les deux, on va être présent sur les deux dimensions. À la fois via la plateforme, on a une base de connaissances en ligne sur plus de 150 pays avec toutes les règles droit du travail. D'ailleurs, c'est en ligne sur notre site, on peut même y accéder sans forcément être client Deal, où je vais avoir tous les aspects réglementaires et les droits pour chacun des collaborateurs, notamment aussi tout ce qui est la taxation, la fiscalité,
dans l'ensemble des pays où on est présent. Je crois dans plus de 120 pays dans le monde. Et donc ça, cette base de connaissances, elle est accessible. Et après, localement, eh bien, on a des experts métiers qui vont trouver un relais auprès directement des collaborateurs de nos clients. Et donc, c'est là où on va pouvoir parler de droit. Ça peut être des congés maternité, congés paternité, potentiellement congé maladie ou autre. Et ça va vraiment varier aussi d'une organisation à une autre, d'un pays à l'autre. Et donc, je pense que la complexité, elle est là aujourd'hui, notamment sur la scène internationale, permettre aux collaborateurs d'avoir une bonne visibilité à ce à quoi ils peuvent accéder, ce à quoi ils peuvent demander aussi, et in fine derrière, avoir cette bonne relation et cette expérience qui soit optimale, on va dire, ou du moins déjà de confiance, un contrat de confiance avec l'entreprise. Alexandre, tu voulais compléter? Non, j'ai pas forcément la dimension internationale, donc après on voit toutes les complexités Non, qu'il peut y avoir. peut-être sur le plan national, justement. Bah, je trouve que sur le plan national, c'est un peu plus simple à gérer. Alors après, il y a une problématique réglementaire en France, c'est de se dire, on peut aller jusqu'à un certain montant pour l'entreprise, hein, je me mets côté entreprise, on peut aller jusqu'à un certain montant d'avantages sociaux pour que ça soit pas soumis à des charges pour l'entreprise. Alors, je sais plus quel est le montant exact. Je crois que c'est peut-être 4 000 euros tout confondu, un truc comme ça. Je crois qu'on peut pas dépasser 2 000 euros de CESU, X euros de titres restaurant, etc. Et donc, la difficulté, c'est OK, mais si je veux être dans une personnalisation, c'est-à-dire si ça se trouve, moi, Alexandre Stourbe, je vais être intéressé juste à avoir des avantages sociaux exclusivement en ticket restaurant. Mais je vais pas pouvoir bénéficier de 4 000 euros de ticket restaurant puisque j'ai un plafond de défiscalisation qui est à 2 000. Donc, en fait, j'ai 2 000 qui vont être à la charge de l'entreprise. Et en fait, on en parlait tout à l'heure de la personnalisation. La personnalisation a ses limites, à un moment donné, sur la taille de l'entreprise et sur les montants qu'on utilise. Donc, ce qu'on peut constater en France, c'est que les avantages sociaux, oui, on voit une recrudescence. Et d'ailleurs, il y a plein d'acteurs là-dedans. Il y a des acteurs historiques comme Edenred et Sodexo qui est devenu Pluxee. Et on a eu les gros acteurs type Swile qui sont arrivés sur le marché, Worklife ou May maintenant qui a été racheté par le groupe Up. Donc là, on voit une accélération de tous ces acteurs-là autour des avantages sociaux. Après, la difficulté, c'est qu'on dit on veut une personnalisation, mais en même temps, le droit français ou la partie le droit fiscal français ne permet pas de libérer complètement les choses pour se dire, bah oui, tiens, toi Anaïs, tu préfères avoir 100% de tickets restaurant, mais moi, Alexandre Stourbe, je préfère peut-être avoir 100% en chèque emploi service universel. Et Julien va peut-être vouloir avoir les 100% des 4 000 euros en salle de sport chez les sportifs. Et du coup, c'est là où c'est difficile, quoi. On peut pas le faire, donc à la limite. Bon, c'est tout ce que je peux apporter, moi, sur l'échelle française. Mais c'est déjà bien, c'est déjà pas mal. Mais je vois qu'il y a beaucoup de réactions, pas mal de questions dans le chat, donc je vous propose qu'on fasse une petite session pour clôturer de questions-réponses. Déjà tout à l'heure, j'avais vu passer une question de Denise qui disait, mais est-ce que remote, c'est pas aussi un peu synonyme d'isolement? Et du coup, comment contourner cette notion d'isolement? Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, peut-être 3 conseils pour contourner la notion d'isolement avec le remote. Peut-être Julien sur cet aspect-là. Ouais. Donc oui, en effet, déjà je pense que c'est pas. Alors moi déjà, de tous les animaux sociaux, donc on aime le lien social. Moi le premier, j'aime rencontrer du monde. Alors vous allez me dire, il va dire un truc contradictoire, mais en fait, alors je prends l'exemple de Deal. Excusez-moi, je parle de Deal parce que c'est pour moi l'expérience la plus significative sur l'aspect full remote, vu qu'on a 0 bureau. Tout le monde en effet est en distanciel. Par contre, on met à disposition, donc on parlait d'avantages, on met à disposition aux collaborateurs, s'ils le souhaitent, des accès, par exemple, dans des espaces coworking. Typiquement, moi, je retrouve régulièrement mes équipes dans des espaces de coworking. Par contre, il n'y a pas d'obligation. On s'écrit, on y va tel jour ou pas, ou juste une matinée. Chacun est libre, entre guillemets. C'est ça ce que je mets dans l'approche aussi remote. C'est-à-dire que alors le terme que j'ai appris dans le terme, c'est remote first. Ça veut dire que finalement, tu es libre de faire comme tu veux. Par contre, avec ton management de proximité, eh bien, on peut y avoir un cadre qui peut être aidant. Et donc, nous, on se retrouve régulièrement en espace de coworking, voire on peut aussi, donc un cadre qui peut être facilitateur pour les gens qui sont un peu isolés. Le deuxième point, en effet, c'est les outils. En fait, en réalité, j'ai pris un raccourci. Il y a 2 choses. Il y a l'organisation qui doit mettre en place des outils pour les équipes. Notamment, on a, nous, des équipes, on est sur du Slack, on a des outils de communication qu'on utilise au quotidien et tout le monde est dessus. Donc, en fait, il y a un lien
et un sentiment d'appartenance qui se crée naturellement. Okay, et puis après, il y a le rôle, encore une fois, du management qui va créer des points de passage toutes les semaines avec des rituels, avec les équipes. Donc, ça va créer d'effervescence. Après, encore une fois, je reconnais qu'après, ça demande aussi aux collaborateurs, ceux qui viennent chez lui en l'occurrence, le font en bonne connaissance de cause. Et parce que, pour reprendre le point d'Alexandre, notamment sur l'équilibre pro-perso, pouvoir avoir l'autonomie d'aller chercher les enfants en fin de journée à la fin de l'école ou le matin les déposer, et après ce collaborateur s'organise différemment pour rattraper ce temps-là ou autre, ça c'est un vrai avantage qu'ils ont dans une entreprise qui est full remote. Par contre, c'est vrai, ça demande aux collaborateurs d'être bien organisés et d'être aussi maître finalement donc d'être bien organisé, d'être maître de son emploi du temps, ça c'est inévitable. Voilà, après, il y a autant d'organisations, d'organisations. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup de taille de 3000 personnes qui soient totalement en full remote. Je pense que Deal est une exception quand même, globalement, dans le monde, je parle. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup. Mais en tout cas, ça fonctionne très, très bien. Et encore une fois, c'est parce qu'on a mis aussi des avantages aux collaborateurs pour pouvoir se retrouver aussi, de pouvoir avoir tous les outils pour travailler dans les bonnes conditions. Mais en effet, je pense que c'est pas forcément à donner à tout le monde. Et c'est encore une juste pour compléter, Anaïs, c'est une question de culture d'entreprise. Je vais parler d'une autre entreprise qui est connue en France dans la partie AssureTech qui s'appelle Alan. Alors, ils sont moins nombreux que vous, Julien, hein, ils sont 600 chez Alan. Ils sont eux aussi en full remote, mais il y a une culture spécifique. Donc, eux, ils ont basculé en full remote, même s'ils étaient très ouverts sur la flexibilité au travail avant, mais ils ont basculé en full remote, mais avec une vraie culture de l'écrit. Donc, tout passe par l'écrit. C'est ça, oui, c'est ce que je disais, exactement. Il n'y a pas de réunion. Tu as raison. Il n'y a pas de réunion. Tout est à l'écrit et asynchrone. On se réunit pas forcément en visio pour travailler un sujet. C'est non, on pose quelque chose et après les gens contribuent et on donne un certain temps pour la contribution. Voilà. C'est intéressant. Non, mais c'est un très bon point, Alex. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure sur le côté formalisme, c'est formalisé. C'est que chez nous, la culture de l'écrit est très important. Ouais. Et le rôle du management aussi. Pardon, parce qu'en fait, il est clé. Notre management, que ce soit le top management, donc notre CEO, notre CRO, notre DRH, groupe, tout le monde est très présent. En fait, finalement, on utilise Slack, en fait, qui est un outil américain comment on peut appeler ça, de messagerie instantanée. Même. Ouais, c'est ça. Ouais, mais ça va plus loin que ça, en fait, parce que tu as raison. Mais en fait, on va quasiment réorganiser un bureau virtuel dans Slack. Alors, c'est pas virtuel. Est-ce que tu fais des canaux? Faire des canaux? Il y a plein de canaux différents. Il y a et donc, du coup, en fait, il y a une forte présence qui fait que je crois qu'au quotidien, notre CEO, il est présent et tout le monde peut interagir avec lui comme ça, en fait. On peut ce qu'on appelle le slacker rapidement. Et il est d'ailleurs très présent avec nos clients en direct. Donc, il y a une culture aussi managériale qui est totalement aussi décloisonnée, désilotée, même s'il y a quand même évidemment des départements, des services, etc. Mais tout ça, en fait, il y a un maillage qui est très, très, très fort. Et donc, ce que tu dis par rapport à Alan, en fait, Alex, résonne beaucoup par rapport à ce que je vis aussi chez Deal. Comme quoi, on peut créer de la proximité. Comme quoi, on peut créer de la proximité en dépit de la distance. Enfin, ça en est bien la preuve avec les différents canaux sur Slack. Est-ce qu'on peut créer comme lien et comme sentiment d'appartenance en dépit de la distance. C'est une nouvelle façon de travailler. C'est une autre façon de travailler. C'est qu'une personne qui a besoin tous les jours d'arriver, prendre le café avec son collaborateur, de parler un peu de sa vie, voire de projets, enfin d'éléments de travail ou autres, et après de pouvoir faire des pauses comme ça, de sentir le lien social. C'est sûr que le côté full remote pour la grande majorité va être compliqué. Même si, encore une fois, je le rappelle, nous, on se réunit aussi et on se voit. Hein. Il y a des réunions présentielles, etc. dans l'espace de coworking. Je vois qu'il y a plein de questions sur Deal. J'en ai vu passer quelques-unes, mais peut-être que ça pourra être aussi une façon d'entrer en contact avec Deal post-webinar si jamais vous avez des questions, restez en suspens parce que je vois que le temps défile et on est passionné par le sujet, mais on va à un moment donné devoir clôturer aussi. Mais il y avait plein de questions vraiment intéressantes et je vous invite à vous rapprocher d'Alexandre ou de Julien hein, si jamais d'autres sujets, si vous voulez creuser d'autres sujets. Peut-être pour un petit mot de la fin, un petit mot au sujet de Deal et ensuite un petit mot au sujet du LabRH. Pour qu'on puisse bien resituer un petit peu ce que vous faites et qu'on puisse ensuite conclure ce webinaire. Je vous laisse la main. Déjà, Julien, sur Deal.
Oui, je pense, après, c'est pas pour passer trop de temps dessus, mais oui, donc, je pense que je l'ai pas présenté, mais oui, en effet, nous, ce qu'on propose, c'est un outil qui permet de gérer, en fait, l'onboarding, l'encadrement, des indépendants freelance à l'international, des collaborateurs aussi, nos clients, et ce qu'on appelle du portage salarial aussi international qu'on réalise sur plus de 120 pays. Et donc, en fait, via une suite RH, donc une plateforme SaaS, on va pouvoir gérer ces sujets qui sont présentés à l'écran, à la fois de la paye multi-pays. Voilà, on travaille avec des gros, notamment des gros acteurs français, des multinationales françaises, notamment pour gérer la paye multi-pays de leurs collaborateurs en mode outsourcing. Ça veut dire qu'ils outsourcent auprès de Deal et auprès de nos équipes tout le management de la paye multi-pays. Et on va pouvoir gérer aussi du portage salarial pour de la mobilité internationale, gérer aussi les visas, etc. Donc finalement, on est un peu le partenaire international dès qu'il est question de gestion des équipes multi-pays. Voilà. Et puis donc là, on a les chiffres. Je vais pas réexpliquer ce qu'il y a à l'écran. Voilà, c'est visible. Mais je sais qu'il y a des personnes qui se questionnaient sur l'onboarding, donc je pense que le plus simple, ce sera peut-être de se rapprocher directement de Deal pour tout ce qui peut être question liée à votre offre. Mais ouais, l'onboarding questionnait pas mal. Et alors le Lab RH, je pense que quand on est RH, on connaît quand même plus ou moins déjà le Lab RH, mais tout le monde ne connaît peut-être pas forcément. Donc peut-être qu'Alexandre, tu peux nous dire 2-3 mots sur le Lab RH. Ouais, je l'avais dit tout à l'heure en introduction, quand on est une association qui promeut l'innovation RH, en fait, pour synthétiser au-delà des chiffres qui sont indiqués et la composition de notre association, vous le voyez avec les startups, les corporates, les écoles, etc. En fait, il faut vraiment nous considérer comme étant un observatoire ou une tour de contrôle des tendances RH sur le marché. Et d'ailleurs, ça va me permettre de conclure sur un sujet très précis qui a été évoqué dans le chat. La semaine de 4 jours, ça a fait réagir un peu. C'est compliqué pour les entreprises actuellement. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'entreprises qui expérimentent ou qui ont mis en place la semaine de 4 jours. Et parfois, des entreprises vont se dire, mais c'est pas possible. La gendarmerie est passée à la semaine de 4 jours. Alors, pas à l'échelle nationale, mais sur certaines régions. Il y a des hôpitaux. On dit qu'il y a une vraie tension dans les hôpitaux publics. Il y a des hôpitaux publics qui sont passés à la semaine de 4 jours. Et après, juste pour terminer sur la remarque de Morgane, qui faisait la différence entre la semaine de 4 jours et la semaine en 4 jours. En 4 jours, ouais. Moi, je rajoutais une autre subtilité, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui disent on va vous garder le même salaire, on va basculer à la semaine en 4 jours, mais en fait, vous allez travailler les 5 jours en 4 jours. Donc, on allonge votre temps de travail sur les 4 jours. Alors que la réelle innovation, c'est de réaliser une semaine de 4 jours, payer 5 jours, et le temps de travail est moindre aussi. On travaille pas plus les 4 jours pendant lesquels on travaille. Donc, c'est la troisième subtilité, Morgane, peut-être aussi entre ces deux notions. Parfait. Super. Bon, écoutez, on a un petit peu débordé. J'espère que vous ne nous en voudrez pas. C'est-à-dire que le sujet était tellement dense. C'était complexe de tout aborder en 1 heure. En plus, sans compter mes aléas techniques et de connexion, évidemment. Mais bon, je crois que ça y est, vous me voyez, vous m'entendez. On termine sur une bonne note. Évidemment, si vous avez des questions, des sujets restés en suspens, on vous laisse les mails respectifs d'Alexandre et Julien si jamais vous voulez entrer en contact avec eux. Alexandre ou Julien, un petit mot pour la fin avant qu'on se dise au revoir. Déjà, vous remerciez Anaïs et tous les participants. Et oui, vu qu'on est quand même sur un sujet RH, je pense qu'encore plus aujourd'hui qu'avant, on est en train de redéfinir le rôle de la fonction RH, un rôle vraiment pivot et épicentre et central en fait, d'autant plus aujourd'hui en tant que sparring partner pour prendre un terme assez usité au quotidien auprès des équipes. Et donc, ça va être, je pense, pour moi, la colonne vertébrale aussi de la réussite de la future organisation, en fait, telle qu'elle va être définie. Donc, je pense qu'il y a plein de challenges très intéressants et avec plein de belles choses, en tout cas, à anticiper et à imaginer. Merci beaucoup, Culture RH. Merci, Deal. C'était un plaisir de participer avec vous. Merci à vous. Et puis, oui, on vit une réelle transformation du monde de l'entreprise. Et je pense qu'au-delà des ressources humaines qui ont bien évidemment une place centrale dans la transformation des organisations, je pense que tous, à tous les niveaux, on a un rôle à jouer là-dedans. C'est beau. C'est très beau.
Mais écoutez, moi aussi, mon tour de vous remercier. Merci beaucoup Alexandre, merci Julien. Je vois au vu des réactions dans le chat que le webinaire a beaucoup plu. C'était très riche, très intéressant. Plein de choses, plein de sujets passionnants. Moi, il me reste à vous dire qu'on se retrouve très bientôt puisque le 12 mars, on a rendez-vous à nouveau sur Culture RH où le sujet sera tout à fait différent puisqu'on va parler du retour de longue absence. Comment réengager les collaborateurs, ça se passera le 12 mars. Je vois que l'équipe du Culture RH est très réactive et a déjà mis le lien dans le chat. Moi, comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn si jamais vous voulez poursuivre les échanges sur des sujets plutôt orientés recrutement, marque employeur. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine, une bonne fin de février, parce que ça y est, demain c'est le 1er mars. À très bientôt tout le monde. Merci à vous deux. Très bonne journée et à bientôt. Merci Anaïs. Bonne journée. Merci. Merci, au revoir.